Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, ça fait du bruit en France, mais je pense qu'il y a des leçons à retenir du rapport qui vient d'être déposé. 73 pages, les frères musulmans et islamisme politique en France. Ça a été remis au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et je pense que ce document-là doit être consulté par les gouvernements en Occident. Vous allez voir pourquoi tantôt. Ça inclut le Canada et le Québec. Avec nous, Charlotte Dornelas, qui est rédactrice en chef du service Société au Journal du Dimanche et chroniqueur de CNews. Charlotte, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, ce rapport-là, est-ce qu'il y a, je lis un peu partout là, que c'est un rapport choc. Est-ce que c'est le cas là, en France? C'est une bonne question parce que, en effet, vous savez, il y a quelqu'un qui accole un adjectif et puis tout le monde le répète. Ouais. En l'occurrence, c'est un rapport choc apparemment pour le président de la République, puisqu'il a aujourd'hui expliqué que devant la gravité des faits qui sont révélés par le rapport, il demande au gouvernement de prendre des mesures, de lui proposer des mesures au mois de juin. Simplement, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce rapport et qui se sont rendus compte que beaucoup d'universitaires, de chercheurs, d'historiens s'étaient déjà penchés sur la chose et avaient déjà décrit en réalité le phénomène voulu et puis cette conquête mise en place par les frères musulmans. Et d'ailleurs, le rapport lui-même acte le fait que cette conquête a commencé il y a 70 ans en France. En gros, il date ça depuis les premiers mouvements, on va dire, massifs d'immigration d'un côté, et de l'autre, au début de la répression, on va dire, des frères musulmans dans leur pays d'origine, dans les pays arabes, en Égypte évidemment, et dans les autres pays. Donc on voit en effet qu'il y a une manière d'objectiver le phénomène dans ce rapport, qui est assez précis, mais il y a rien de, si vous voulez, pour les gens qui ont travaillé sur ce sujet depuis des années, il n'y a pas non plus de révélation si choc que ça. Peut-être que simplement le fait que ce soit contenu dans un rapport qui est commandé par les ministères des armées, des affaires étrangères et de l'intérieur en même temps, et que ce rapport acte une conquête déjà bien établie, ça évidemment pour beaucoup c'est un choc. Ouais. Mais est-ce que c'est un point, une espèce de carrefour où la France est arrivée obligée de constater, parce qu'on parle toujours pas d'amalgame, mais de constater les raisons des attentats que vous avez subis au cours des 15-20 dernières années, d'espèce de criminalité qui a augmenté en France de façon assez spectaculaire. Est-ce que c'est pas un rapport forcé par la réalité? Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a à la fois, en fait, il y a deux choses différentes, parce que le rapport lui-même interroge des préfets, des autorités en France et dit mais pourquoi personne s'est intéressé plus tôt, on va dire dans les autorités politiques, pourquoi personne s'est intéressé plus tôt à ce phénomène d'islamisation en réalité de la société avec une vision en effet d'un islam politique, parce que c'est ça que portent les frères musulmans. Et il y a plusieurs autorités qui répondent dans le rapport et qui disent en fait la France était tellement occupée à s'occuper du terrorisme qu'elle s'est dit que finalement cette conquête islamiste de la société, on verrait ça plus tard. Donc il y a les deux sujets en fait en parallèle. Et là où vous avez raison en revanche, c'est que au-delà de la question du terrorisme, il y a cette question de la criminalité, on va dire de la délinquance beaucoup plus quotidienne qui a elle aussi augmenté en France et qui là parfois a un ferment de détestation de la France elle-même. On le voit quand les policiers sont agressés, mais aussi les pompiers, les professeurs, les médecins, tous ceux qui viennent sur un territoire qui est jugé n'être pas le leur. On a vu notamment, c'était il y a 2 ans, une procession catholique, un jour de fête, qui avait été attaquée par des jeunes musulmans qui se revendiquaient musulmans et qui avaient expliqué qu'il fallait que la procession aille ailleurs parce que ça n'était pas leur territoire. Donc cette revendication de territoire islamique, ça, c'est assez nouveau et je pense que c'est en effet cette délinquance ou cette détestation, ce ferment vraiment de division absolue et de séparatisme, pour reprendre le mot du gouvernement, ce ferment-là a été de plus en plus visible ces derniers temps et ça a obligé en effet le gouvernement à se poser la question de la réalité de cette volonté de séparatisme. Alors le gouvernement a appelé ça séparatisme. En réalité, on découvre dans le rapport qu'il y a une volonté. Les frères musulmans ont en fait une volonté. C'est s'adresser aux musulmans qui sont présents en France, les séparer de la société française pour les assimiler à une société islamique qu'ils ont dessinée selon leur vision, on va dire, de la société islamique, et donc de la séparer de la société française pour mieux conquérir
ensuite le territoire français. Donc c'est vraiment une stratégie en plusieurs étapes. Et en effet, je pense que l'actualité de ces dernières années, on l'a vu, les jeunes qui sont encouragés à venir avec des abayas ou des voiles à l'école, des revendications très soi-disant religieuses, en réalité beaucoup plus culturelles, islamiquement culturelles en France. Tous les ministères ont été confrontés à ça ces dernières années avec un fort prosélytisme, notamment par le biais des réseaux sociaux. Et en fait, le déni que vous décriviez et qui a eu cours en France pendant de nombreuses années, ce déni n'était plus possible. D'autant que dans les urnes, et je réponds un peu à votre question, est-ce que c'était un véritable choc pour les Français cette fois-ci? Dans les urnes, je pense que tout le monde a constaté qu'il y avait beaucoup de Français qui n'avaient pas besoin de ce rapport pour voir qu'il y avait une bascule qui était en train de s'effectuer en France, en réalité. Ouais. Et parmi la stratégie dans le rapport, Charlotte Dornelas, on dit clairement faire basculer la France dans la charia. On a vu des exemples de ça, là. Dominique Bernard, Samuel Paty, des enseignants qui ont été tués. Samuel Paty qui a été décapité pour des raisons. J'ai lu le livre de sa sœur qui est absolument troublant, comment il a été une victime de la lâcheté de ses confrères aussi. Cette volonté de faire basculer la France dans la charia, on l'a vu aussi à travers les mairies en France. Absolument, et l'exemple en effet du livre qui a été écrit par Michael Paty, donc la sœur de Samuel Paty, est un très bon exemple parce que au-delà de l'attentat lui-même, en effet, c'est tous les jours qui précèdent, et c'est cette accusation d'islamophobie qui a pesé sur Samuel Paty, qui a été portée certes par des islamistes, notamment sur les réseaux sociaux, mais qui a été portée aussi par ses propres collègues qui, en gros, ont complètement lâché Samuel Paty en expliquant que finalement, il avait un peu cherché aussi les problèmes qui lui arrivaient. Et ça, je pense que c'est une dimension extrêmement importante également. On le voit dans le rapport, mais on le voit dans notre vie politique ces derniers temps. C'est que le rapport précise bien que l'outil principal des frères musulmans, c'est cette accusation d'islamophobie. Parce qu'en effet, ils proposent un modèle, un contre-modèle en l'occurrence, aux musulmans, puisque c'est leur cible évidemment en France. Ils proposent ce contre-modèle. Il y a beaucoup de Français qui réagissent en disant « mais en fait, vous pouvez pratiquer votre religion, il n'y a pas de problème, mais sur le terrain culturel, ce serait mieux si la culture française nous réunissait ». Et là, ils hurlent à l'islamophobie et donc demandent, on va dire, les musulmans de choisir leur camp. Et cet outil, il est extrêmement pervers et c'est un ferment de division immense. Et en effet, ils rallient à leur cause, on va dire, et surtout contre la France, une partie notamment des plus jeunes musulmans qui ont la France en horreur et qui rallient le camp, on va dire, la stratégie, même sans le savoir, parfois des frères musulmans. Mais le vrai problème que nous avons, c'est qu'il y a une partie de la classe politique qui joue ce jeu à plein tube. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qui a réagi à la publication de ce rapport avant même d'avoir lu les 76 pages, puisqu'il lui a fallu 3 minutes pour réagir, avant même d'avoir lu le contenu du rapport, il nous a expliqué que l'islamophobie d'État avait passé un cap. Donc ils jouent absolument leur jeu, en l'occurrence, un jeu évidemment dangereux, et ça c'est un vrai problème que nous avons, c'est que le déni, mais le déni même militant, atteint une partie de notre classe politique et une partie de notre classe médiatique, il faut dire la vérité. Parle de clientélisme électoral. On apprend aussi, sauf erreur, Charlotte, qu'il y aura enquête sur la France insoumise, donc Mélenchon, Boyard, Rima Hassan, tous les acteurs principaux, à savoir, est-ce qu'ils sont financés par des puissances étrangères? Oui, alors ça, en effet, c'est une demande qui a été faite. Alors, on va suivre pour voir si ça aboutit, mais en effet, certains ont demandé une enquête parlementaire sur les liens entre la France insoumise. C'est Laurent Wauquiez notamment qui avait demandé ça, sur les liens entre la France insoumise et les courants islamistes, parce que certains discours flirtent clairement avec celui d'associations jugées islamistes ou proches des frères musulmans. Ça c'est sûr et certain. Mais cette accusation d'islamophobie, le problème, c'est que vous avez raison, il y a aussi la question du clientélisme local. D'ailleurs, le rapport note bien que la stratégie, en l'occurrence de conquête de la France, se fait beaucoup plus à l'échelon local que national, de manière assez évidente. C'est-à-dire qu'il se focalise en premier lieu sur les territoires qui sont principalement
habitées par des personnes musulmanes, de manière assez logique dans leur stratégie. Donc ils vont se focaliser sur certaines banlieues, certaines villes avec une forte concentration de population musulmane, et donc ils vont avoir des revendications qui vont porter devant les autorités locales. Ils vont arriver, ils vont dire au maire, écoutez, si vous voulez être réélu, c'est bien simple, il y a 60% de votre population, ou même 40% de votre population qui veut telle chose et telle chose, et derrière le maire se dit, pour être réélu, je vais répondre aux attentes de ma population. Donc il y a quelque chose aussi qu'il faut soulever et que le rapport évoque, mais sans trop s'attarder dessus, c'est que évidemment cette stratégie n'a été possible qu'en raison du mouvement migratoire permanent en France. Et c'est là que d'ailleurs c'est peut-être le plus étonnant dans ce qu'on appelle la Macronie, le bloc central aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une volonté de s'attaquer à ce sujet, mais tout en préservant un flux migratoire constant. Il y a 500 000 ou entre 400 et 500 000 personnes qui rentrent légalement en France par an, donc c'est quand même une forte population. Ils viennent principalement de pays d'origine qui sont de culture musulmane, et évidemment on peut pas... il y a un peu cette volonté de faire venir les gens, mais de penser qu'ils ne seront pas ce qu'ils ont toujours été dans leur pays, et ce qui est pas un crime en soi, évidemment. Ils sont porteurs d'une culture, d'une manière d'être au monde, d'une manière de concevoir par exemple les relations entre les hommes et les femmes, de concevoir le rapport à la religion dans l'espace public, de concevoir le rapport à l'histoire, qui est le leur initialement. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté, et là ça dépasse de loin la France insoumise, il y a cette idée que tout va bien se passer et que tout le monde va s'assimiler. La vérité, c'est que évidemment, on ne s'assimile plus à la même chose et qu'on constate un peu peiner une fracturation de la France qui va parfois jusqu'à évidemment le danger existentiel. Et vous citiez évidemment Samuel Paty, Dominique Bernard, tous les Français. Il y a eu des professeurs, mais il y a eu évidemment des morts à peu près dans toutes les professions, et ils étaient tous visés en tant que Français premièrement, et ensuite avec leurs spécificités. Donc oui, il y a un enjeu qui est existentiel derrière tous ces débats. Mais certains peinent à le voir. Mais quand votre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, dit que c'est l'islamisme, l'entrisme par le bas, par les écoles, par les mairies, par les associations sportives, c'est ce qu'on dénonce aussi dans le rapport. Et ça, c'est l'islamisation au quotidien. Exactement, et c'est l'islamisation au quotidien, mais en fait, il y a un autre, à mon avis, il y a un autre enjeu qui est un peu difficile à saisir, on va dire, dans ce rapport, c'est que, en effet, le rapport s'attarde sur cette islamisation par le bas, vous avez raison. C'est-à-dire que ce sont finalement des personnes qui, à partir de la mosquée, donc le lieu de culte dans lequel vont les musulmans pour prier, les musulmans quels qu'ils soient, je veux dire pas forcément affiliés à je ne sais quel courant ou aux frères musulmans, c'est important ils de le vont dire. là, et les frères Pardon ? C'est important de le dire. C'est pas tous les musulmans non plus. Non, mais justement, exactement. Et en fait, les frères musulmans se saisissent de certaines mosquées, ont des stratégies, on va dire, pour prendre le contrôle de la gestion de la mosquée, et ils ouvrent un club sportif, ils offrent en fait toutes les possibilités et tout ce dont on va dire la vie quotidienne a besoin. Donc le rapport liste les choses, c'est en effet des cours de sport, des cours tout court, des cours de soutien scolaire, des cours d'entraide professionnelle, des sites de rencontres, des associations artistiques, sportives, culturelles. Bref, ils offrent tout le panel, on va dire, de ce dont on peut avoir besoin dans la vie quotidienne, et ils prennent finalement la place de ce qu'on pourrait appeler naturellement dans un pays des services publics. Donc quand je vous dis il y a une guerre, finalement, on va dire une course contre la montre de qui assimilera le plus vite, on a d'un côté la France qui a renoncé à assimiler parce qu'elle considère que c'est une violence envers les personnes qui arrivent. Donc elle se dit ils peuvent rester dans une certaine mesure comme ils sont, cultiver leur culture d'origine, etc. Donc la France refuse d'assimiler, et les frères musulmans, eux, veulent assimiler. C'est une stratégie absolument assumée. Ils veulent assimiler simplement à une contre-société qui n'est qu'islamique. Donc on a un vrai problème parce que tout le monde se focalise sur le gros problème des frères musulmans et personne ne s'interroge sur notre gros problème à nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre au regard de cette stratégie de conquête des frères musulmans. J'ai bien peur qu'on n'offre pas grand-chose en face et qu'on soit en permanence en train de se battre. Parce que, évidemment, si le petit musulman de 16 ans, le petit musulman sans aucune arrière-pensée, sans aucune détestation,
on lui dit, d'un côté, on lui offre une plénitude, on va dire, dans la considération de sa vie, et de l'autre côté, on a un pays dont les autorités passent leur temps à dire que dans l'histoire, on a été essentiellement colonialiste, collaborationniste, qu'on a fait des horreurs partout dans le monde et qu'on doit se repentir, et que par ailleurs, on continue à avoir un racisme d'État, une police qui tue, une violence systémique. Moi je me mets à sa place. Je vais directement du côté d'une proposition un peu plus alléchante que de rejoindre évidemment l'histoire d'un pays qui est à ce point détestable. Ouais. Donc on a un énorme problème qui nous concerne nous Français et qui concerne les autorités françaises. Qu'est-ce qu'on a à offrir pour répondre à cette stratégie de conquête. Et ça, je pense que c'est le défi majeur, on va dire, des autorités politiques. Okay. 2 choses avant qu'on se quitte, Charlotte Dornelas. D'abord, quelle est la crédibilité d'Emmanuel Macron quand on parle d'ingérence étrangère du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de l'Égypte, qui interfèrent et qui financent ces groupes fréristes? Quand on voit que Emmanuel Macron a accepté, c'était quoi, 100 milliards d'euros d'investissement du Qatar? Il devient leur valet, là. Il devient leur, comme on dit au Québec, leur bitch. Il ne peut pas se tenir debout devant le Qatar. C'est vrai que cette question revient souvent des investissements du Qatar, mais vous avez raison, c'est une vraie question, mais de manière générale, la question, on va dire, il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait « La France à la découpe » et qui racontait l'histoire en fait d'un pays qui est vendu à peu près à tous les échelons de sa souveraineté. Mais j'ai envie de dire par rapport à partir du rapport qui a été publié sur la question des frères musulmans, vous avez raison, il y a la question des financements étrangers. Alors pour être parfaitement honnête, la loi séparatisme qui a été votée il y a quelque temps, qui est très largement insuffisante, mais elle a au moins le mérite de poser sur la table l'interdiction des financements étrangers, notamment par le biais des lieux de culte. Donc ça a fait perdre pas mal d'argent au réseau, notamment des frères musulmans, et c'est ce qui est précisé dans le rapport. En revanche, le rapport, par exemple, précise que à l'échelon européen, l'Union européenne finance et subventionne très largement toutes les associations qui sont répertoriées comme proches ou émanations directes des frères musulmans. Donc si Emmanuel Macron ne veut pas s'attaquer directement au financement étranger de pays qui, par ailleurs, sur les investissements desquels il compte, il peut peut-être commencer par faire le bras de fer avec l'Union européenne, puisque c'est le champion de l'Union européenne qui nous explique qu'il en est le maître, le défenseur absolu. Peut-être commencer par là, parce que là, non seulement on finance notre propre perte, mais en plus avec l'argent des Français qui ne cessent de répéter qu'ils n'en peuvent plus de subir ces conséquences. Donc vous avez raison, il y a évidemment le sujet du financement, et je pense qu'on pourrait commencer peut-être par exiger que notre propre argent ne serve pas à financer la conquête de la France, surtout quand Emmanuel Macron lui-même reconnaît que cette stratégie relève désormais de la gravité, puisque c'est le mot qu'il a utilisé ce matin. Donc en effet, dans l'échelle des réactions sur le terrain financier, peut-être peut-il commencer par faire le bras de fer avec Ursula von der Leyen. Commencer par là. Et avant qu'on se quitte, Charlotte Dornelas, l'insécurité des Françaises, des femmes, je lisais aussi un lien avec le rapport, l'utilisation du voile et aussi l'insécurité qu'on impose aux femmes non voilées. Ça devient, il y a une instrumentalisation là, des droits des femmes. Oui, alors absolument. Alors là, et ça c'est pareil, c'est documenté depuis des années. Simplement, dans les premiers temps, ceux qui disaient ça étaient d'extrême droite. Ensuite, ils étaient complotistes. Ensuite, ils surfaient sur les peurs. Enfin, on trouve toujours une excuse pour ne pas voir les témoignages qui existent depuis malheureusement de longues années. Et en effet, il y a certains quartiers dans lesquels des jeunes filles elles-mêmes expliquaient que si elles se voilaient pour se rendre à l'école, pour sortir de chez elles, pour aller faire leurs courses, c'était pour pas avoir d'ennui. Donc parce que en effet, la femme voilée correspond aux critères qu'on attend d'elle dans le quartier, et puis la femme qui se dévoile est considérée, et d'ailleurs l'insulte est très révélatrice, elle est traitée en général de sale française quand ça n'est pas de sale pute qui, dans la tête de certains de ces jeunes, est à peu près la même chose. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a depuis longtemps. Le problème, c'est que là, ça s'étend de plus en plus. Vous parliez tout à l'heure d'une société charia compatible, ce qui est recherché en effet par les frères musulmans. C'est ce que dit encore une fois ce rapport. Là, on a eu encore l'histoire, et c'était pas en l'occurrence dans un de ces quartiers, d'une jeune fille qui a été interdite de monter dans le bus par le chauffeur lui-même parce qu'elle avait une tenue qu'il a jugée indécente. J'ai vu. Elle était en mini-jupe en l'occurrence. Ouais. Donc il y a en effet
une volonté d'imposer ces critères dans la société tout entière. Ça s'impose déjà à des jeunes filles qui, dans ces quartiers, n'avaient pas forcément envie de le vivre. Et la chose absolument perverse, c'est que dans le débat national, c'est systématiquement revendiqué au nom de la liberté individuelle. Donc quand on va parler du voile, de l'abaya, du port, en effet, de ces habits islamiques, on va dire, on va nous expliquer que c'est une revendication individuelle, que les femmes veulent le porter. On constate que quand elles veulent l'enlever, en France, où que ce soit, elles ont de gros ennuis. Et ça, personne n'a voulu le voir pendant des années. Et encore une fois, ça a dépassé de loin la frange France Insoumise, jusque dans le bloc central et parfois même à droite. Certains nous ont expliqué qu'on en rajoutait, qu'on s'inquiétait pour rien, que c'était absolument faux, que c'était pas le sujet. Ouais. Donc oui, en effet, on arrive à un stade où les femmes sont évidemment les premières à s'inquiéter de ça. Et au-delà de la question, là, pour le coup, islamiste, il y a un problème d'insécurité qui pèse en premier lieu sur les femmes. Et il y a des stratégies, alors là, je peux vous le dire en tant que femme moi-même et qui vit à Paris notamment, il y a des stratégies d'évitement qui sont mises en place par l'intégralité des femmes. Il y a des quartiers dans lesquels on ne va pas seul, il y a des heures auxquelles on ne prend plus le métro seul, et voilà, il y a des choses qu'on ne fait plus comme on l'aurait fait avant, quoi. C'est inacceptable. On doit se laisser, je le sais, Charlotte Dornelas. Est-ce que je peux vous demander une faveur, vraiment, là, fermement, Charlotte, amicalement, pouvez-vous garder Jean-Luc Mélenchon chez vous? Pouvez-vous lui interdire de revenir au Québec? Cet homme infâme là, qui, dès qu'il ouvre la bouche, ça sent la merde. Je vous en prie, gardez-le chez vous. On n'en a pas besoin. On en a ici au Québec. On n'a pas besoin d'importer ce genre de type-là ici. Je vous demande une faveur. Bon, c'est noté. C'est bon. Merci, Charlotte Dornelas. Ce rapport aura-t-il, en conclusion, un impact réel sur la société française? Écoutez, on va attendre de voir ce que le gouvernement en effet propose. On a un ministre de l'Intérieur qui a montré sa détermination, en tout cas pour l'instant, à dire les choses telles qu'elles sont. Il ne recule pas et ça nous change un peu d'autres hommes politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer dans l'état actuel des choses et qu'est-ce que le président de la République, qui lui est moins sensible, on va dire, à ces sujets depuis des années maintenant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron répondra et surtout qu'est-ce qu'il actera, puisque maintenant je pense qu'il faut passer à l'action. Eh bien, rendez-vous en juin déjà pour la première étape de la présentation de ce rapport. Très bien. Un gros merci, Charlotte Dornelas. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.